Bienvenue à notre discussion. On a tous connu, je pense, ce type de personne. En surface, tout va bien. Elle est polie, souriante. Elle semble même vraiment bienveillante. Et pourtant, euh, après un moment passé avec elle, on repart et on se sent vidé, confus, avec un drôle de sentiment de malaise qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer. Oui, et c'est exactement ce malaise qu'un texte récent qui s'inspire pas mal de la psychologie de Carl Jung essaye de décortiquer. L'auteur y décrit 6 profils psychologiques qui, sous un masque assez inoffensif, peuvent en fait saper notre énergie et notre confiance. On parle de la victime permanente, du miroir séduisant ou même du faux soutien. La question centrale de notre échange sera donc celle-ci. Est-ce que cette typologie, cette grille de lecture, est un outil vraiment pertinent pour aiguiser sa conscience et se protéger, ou est-ce que c'est une sursimplification qui, au fond, risque de nous faire voir des manipulateurs un peu partout? Je pense que le risque est bien réel. Je soutiendrai que cette approche, même si elle est séduisante, peut nous enfermer dans une méfiance quasi systématique et, ce qui est plus grave à mon sens, faire glisser la responsabilité sur celui qui subit ces comportements. Et de mon côté, je défendrai l'idée que comprendre ces dynamiques et surtout le concept jungien de l'ombre qu'elles révèlent en nous, c'est une voie puissante, pas pour devenir paranoïaque, non, mais pour devenir lucide et intérieurement solide. Alors allons-y. Vous semblez convaincu par la pertinence de ces 6 profils. Pourquoi est-ce que ça vous parle tant ? Ce qui me frappe, c'est la justesse avec laquelle ces descriptions arrivent à nommer des expériences que beaucoup de gens vivent, mais sans pouvoir mettre de mots dessus. Prenons l'exemple du faux soutien. Le texte le décrit parfaitement. C'est celui qui ne va jamais critiquer ouvertement, non, mais qui va distiller le doute. Tu es sûr que c'est une bonne idée ? Ou c'est un projet ambitieux, j'espère que tu as les épaules. En apparence, c'est juste de la prudence, du réalisme, quoi. Mais l'effet, lui, est dévastateur. Ça fragilise l'élan, ça projette les peurs de l'autre sur nous. Ce n'est pas une agression frontale, c'est beaucoup plus subtil. Je n'y nie pas du tout que ce comportement existe, bien sûr, mais le problème pour moi, il commence quand on colle dessus une étiquette de profil psychologique. Une personne qui agit comme ça, est-ce que ce n'est pas simplement quelqu'un d'anxieux qui exprime ses propres insécurités sans aucune intention de nuire ? En le qualifiant de faux soutien, on lui prête une intentionnalité, une stratégie, et du coup, on ferme la porte à toute forme d'empathie. On se met à diagnostiquer au lieu de dialoguer. Mais c'est là où je ne suis pas d'accord. La force de cette analyse, justement, ce n'est pas de juger l'autre. La conclusion du texte est très très claire là-dessus. L'invitation, ce n'est pas de se dire « Ah, cette personne est une manipulatrice », mais de se demander « Pourquoi est-ce que ce comportement résonne en moi et me déstabilise à ce point ?» C'est là qu'intervient le concept de l'ombre. Pour être clair, l'ombre en psychologie jungienne, ce n'est pas notre côté obscur au sens maléfique du terme. C'est tout ce que notre conscient a refoulé parce que ce n'était pas acceptable, ni socialement, ni pour notre propre image. Ça peut être notre colère, notre ambition, même notre instinct de protection. Et c'est en refusant de voir cette part en nous qu'on devient vulnérable. Je vous suis sur la définition, oui, mais pas sur la conclusion que vous en tirez. L'auteur dit, je cite, « Si tu ignores ton intuition, tu ouvres la porte à la manipulation. » Ça sonne juste, c'est vrai, mais c'est aussi une logique qui peut être très culpabilisante. Ça revient à dire, si tu te fais manipuler, c'est un peu de ta faute. C'est que tu n'as pas assez travaillé sur ton ombre. On déplace le problème, en fait, du comportement de l'agresseur vers le manque de préparation de la victime. C'est une rhétorique qu'on retrouve beaucoup dans le victim blaming, le fait de blâmer la victime. On demande à la victime d'être parfaite au lieu de questionner celui qui pose problème. Je ne le vois vraiment pas comme de la culpabilisation. Je le vois comme de l'autonomisation, ce qui est très différent. Ce n'est pas une question de faute, mais de compétence. Si je ne sais pas nager et que je tombe à l'eau, ce n'est pas ma faute, mais le fait est que je vais couler. Apprendre à intégrer son ombre, c'est un peu comme apprendre à nager dans les eaux parfois complexes des relations humaines. Intégrer sa colère, par exemple, ça ne veut pas dire devenir quelqu'un de colérique. Non, ça veut dire reconnaître cette énergie en soi pour savoir poser une limite ferme et saine quand c'est nécessaire, au lieu de tout laisser passer avec un sourire crispé. C'est une libération, ce n'est pas un fardeau. Une libération qui passe par le fait de cataloguer son entourage. Parlons d'un autre profil, le miroir séduisant. Cette personne qui nous ressemble en tout point, qui valide chacune de nos pensées. Le texte suggère que c'est une stratégie d'acceptation. D'accord, mais est-ce que ça ne peut pas être beaucoup plus simplement une personne qui manque de confiance en elle et qui, par mimétisme, cherche juste à créer du lien ?
Une fois qu'on a ces 6 cases en tête, le risque de biais de confirmation il est énorme. Chaque interaction peut être suranalysée, mon ami prudent devient un faux soutien, ma nouvelle rencontre un peu trop enthousiaste devient un miroir séduisant, on ne vit plus ces relations, on les audite en permanence. Je comprends tout à fait cette crainte du biais de confirmation, mais l'outil n'est pas le problème, c'est l'usage qu'on en fait. Le point de départ du texte, il faut y revenir, c'est un signal interne, c'est ce « quelque chose en toi se sent mal à l'aise ». Il ne s'agit pas d'appliquer ces grilles à tout le monde aveuglement, mais de les utiliser quand notre intuition justement nous alerte déjà. Prenez l'hyper-empathique contrôlant. C'est un cas fascinant. En surface, c'est la personne la plus gentille du monde, elle ressent tout, elle pleure pour vous. Mais le texte met en lumière comment cette sensibilité, qui est poussée à l'extrême, devient un système invisible de contrôle. On se met à marcher sur des œufs pour ne pas la blesser, on filtre nos mots, on ravale nos propres émotions. Le résultat ? On est complètement épuisé, on s'auto-censure. Sans un concept pour nommer cette dynamique, comment voulez-vous même commencer à en sortir ? Justement, la solution est-elle dans le concept ou dans la communication? Au lieu de me dire « Ah, c'est un hyper-empathique contrôlant, il faut que je travaille sur mon ombre », ne serait-il pas plus sain et plus direct de dire à cette personne « Écoute, quand tu réagis comme ça, je me sens obligé de cacher ce que je ressens et ce n'est pas juste. » Ces catégories, elles créent une distance, elles nous déshumanisent les uns les autres, elles nous empêchent de voir que le guide spirituel manipulateur, par exemple, est peut-être lui-même complètement prisonnier de son propre ego, croyant sincèrement être dans la lumière sans aucune conscience de sa propre ombre. En l'étiquetant, on se place au-dessus de lui. C'est un peu facile. Oui, mais pour avoir cette conversation, il faut d'abord avoir compris ce qu'il se passe en soi. La prise de conscience précède toujours l'action juste. L'auteur ne dit pas de rejeter ces gens, mais de devenir clair, stable, aligné. Cet alignement intérieur, c'est précisément ce qui rend la communication saine possible. Quand vous êtes solide sur vos bases, vous pouvez dire à l'autre ce que vous ressentez sans agressivité et sans peur. L'idée jungienne, c'est que tant qu'on refuse de voir notre propre capacité, par exemple à la ruse ou à la colère, on reste naïf. On ne peut pas reconnaître ces dynamiques chez les autres parce qu'on s'est aveuglé à leur existence en nous. Intégrer son ombre, ce n'est pas devenir mauvais, c'est acquérir une sorte de radar psychologique. Un radar psychologique, ou une porte d'entrée vers la paranoïa. Je suis désolé, mais je ne suis toujours pas convaincu. Comment est-ce que vous faites la différence concrètement entre une intuition qui détecte un rival silencieux et une simple insécurité personnelle qui nous fait interpréter la réussite d'un collègue comme une menace ? Ce cadre, il donne aucune clé pour faire la part des choses. Il repose entièrement sur un ressenti subjectif qu'il vient ensuite valider avec des étiquettes toutes faites. On risque de voir de la malveillance là où il n'y a que de la maladresse ou même de la souffrance. La différence, je pense, c'est la clarté. L'insécurité, c'est une émotion trouble, anxieuse. L'intuition, telle qu'elle est décrite ici, c'est un signal calme, une sorte de certitude corporelle. C'est ce sentiment dans le ventre qui dit « quelque chose ne colle pas », même si le discours de la personne en face est parfait. Le but n'est pas de prouver que l'autre est malveillant. D'ailleurs, le texte suggère lui-même que la plupart de ses comportements sont inconscients. Le rival silencieux ne nous déteste pas, il lutte contre ce que tu révèles en lui. Le reconnaître, ça ne sert pas à l'accuser, mais à comprendre pourquoi, soudain, on se sent mal à l'aise ou même coupable après avoir partagé une bonne nouvelle avec lui. C'est une information pour soi, pour protéger son énergie. D'accord, mais qu'en est-il de la victime permanente ? C'est peut-être le profil le plus dangereux de cette liste. L'auteur la décrit comme quelqu'un qui vit dans un récit constant d'injustice pour éviter toute responsabilité. C'est une lecture que je trouve très cynique. Quelqu'un qui se plaint constamment peut aussi être quelqu'un qui souffre d'une dépression sévère ou qui a vécu des traumatismes répétés. Lui accoler l'étiquette de victime permanente manipulatrice, c'est non seulement un manque d'empathie, mais ça peut être une terrible erreur de diagnostic. On encourage les gens à se protéger d'une personne qui en réalité aurait peut-être juste besoin d'une aide professionnelle. Vous soulevez un point très important, celui de la nuance. Évidemment, ce cadre ne remplace pas un diagnostic clinique, mais il décrit une dynamique relationnelle. Il y a une différence entre une personne en dépression qui partage sa souffrance et celle dont le récit victimaire devient un outil pour contrôler son entourage, pour exiger une attention constante et pour culpabiliser ceux qui ne répondent pas à ses attentes. Le texte parle bien de ce moment où ta gentillesse devient une obligation et ta compassion devient une dette. C'est ce glissement que le concept met en lumière.
Encore une fois, c'est un signal. Le signal que la relation est déséquilibrée et qu'elle nous coûte plus qu'elle ne nous apporte. Et ce qui me dérange fondamentalement, c'est la hiérarchie que ce modèle finit par créer. La conclusion du texte elle est très révélatrice. Le monde est rempli de personnes qui n'ont pas encore affronté leur propre obscurité. Bon, celui qui lit ça et qui fait ce travail se sentira donc conscient et verra les autres comme des êtres moins évolués, encore prisonniers de leur masque. On risque de reproduire exactement ce qu'on reproche aux guides spirituels manipulateurs, c'est-à-dire se placer subtilement au-dessus des autres. C'est une forme de supériorité spirituelle qui me met, personnellement, très mal à l'aise. Pour ma part, je reste convaincue que ce texte offre une cartographie utile. Pas pour juger les gens, mais pour naviguer dans la complexité des relations. Il nous donne la permission de faire confiance à ce signal intérieur, cette intuition que notre société nous a si souvent appris à ignorer au profit de la rationalité. Et transformer cette conscience en force intérieure, en intégrant toutes les facettes de soi, c'est le contraire de la méfiance. Une personne qui est, comme le dit l'auteur, claire, stable, alignée, n'a plus besoin de se méfier de manière anxieuse. Elle voit simplement les choses comme elles sont et elle pose ses limites naturellement, sans drame. Je conclurai en maintenant que ce cadre, malgré des observations psychologiques qui sont parfois justes, est une pente glissante vers la simplification et la suspicion. En mettant une emphase quasi exclusive sur le travail intérieur, il minimise la responsabilité de l'autre et risque de faire porter un poids indu à celui qui subit déjà un comportement toxique. Le monde n'est pas une arène peuplée de profils à démasquer, mais un tissu complexe d'individus qui, comme nous, agissent souvent à partir de leurs propres blessures et de leur propre inconscience. Nous sommes au moins d'accord sur un point, qui est le cœur du message initial. Ce sentiment de malaise, ce quelque chose en nous qui ne se sent pas bien, est un signal fondamental qui mérite toujours d'être écouté. Absolument. Notre désaccord ne porte pas sur la validité de ce signal, mais bien sur la grille d'interprétation et les actions qui en découlent. J'espère que notre échange aura permis de montrer toute la nuance de cette démarche qui balance entre la protection légitime de soi et le risque du jugement hâtif. La réflexion, elle, reste ouverte.